Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et bien voilà, un monde de livres, c'est parti pour 2023. Alors j'avais envie de commencer l'année avec Karine Thuil pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime ce qu'elle écrit depuis toujours. La deuxième, c'est qu'on l'aime beaucoup ici à RCJ. Et la troisième, c'est qu'elle publie un livre extrêmement étonnant dont je vais vous dire simplement le titre pour le moment. Ça s'appelle Kadish pour un amour et c'est chez Gallimard. Alors comme vous savez, j'aime aussi beaucoup inviter des éditeurs et d'autres acteurs de la chaîne du livre. Alors j'ai invité Tiffany Gassou, qui est aussi éditrice chez Gallimard, et Pascal Richard, qui est attaché de presse aussi chez Gallimard. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Et alors donc Tiffany Gassou, vous êtes éditrice de littérature étrangère, et vous êtes notamment l'éditrice de Rachel Cusk, qui a rejoint Gallimard l'an dernier. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé son livre, qui a eu le Féminin étranger, donc j'espère qu'on va en parler tranquillement. Et puis Pascal Richard, depuis que Karine Thuil publie chez Gallimard, vous l'avez toujours défendu avec enthousiasme. C'est vrai. Mais il y a aussi une rentrée. Il y a d'autres livres, il y a notamment des premiers romans dont on va pouvoir dire un petit mot. Alors voilà, bonjour à toutes les trois et c'est parti. Bonjour. Mais on va commencer par Karine. Alors d'abord, ce titre paradoxal, Kadish pour un amour. Oui, j'avais envie d'écrire une sorte de prière sur la fin d'un amour, avec l'idée d'un Kaddish, donc cette prière des morts, qui est tout sauf d'ailleurs une sanctification de la mort, puisque on rappelle, le Kaddish, c'est la sanctification du nom, c'est la sanctification de la vie, c'est pas du tout une prière finalement de deuil, et j'avais envie d'écrire un Kaddish pour l'amour. C'est une idée que j'ai eue il y a très très longtemps, j'avais juste commencé à écrire quelques poèmes, et c'est des années plus tard que j'ai décidé de reprendre ce projet. Alors donc, ensuite, la composition, en effet, vous l'avez dit, c'est des poèmes. Et puis, sous le titre Liturgie, 9 prières, encore plus prières en quelque sorte. Et donc, vous, Karine Thuil, vous êtes une romancière reconnue maintenant, 12 romans, le prix le prix Goncourt des lycéens, le prix Interallié pour les choses humaines. Et vous auriez pu faire un nouveau roman qui aurait été bien accueilli, comme tous vos romans. Et là, vous avez préféré prendre des risques, donc vous aimez le risque ? Oui, en fait, c'est assez mystérieux, c'est-à-dire que ce n'était pas calculé, ce n'était pas conscient. J'ai eu envie, après la publication de la décision, de me consacrer à un autre projet et de revenir finalement à mon matériau d'origine, le mot, sans aucun autre enjeu que l'enjeu littéraire. Et je crois aussi que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, de tenter autre chose. J'étais peut-être arrivée à un moment de ma carrière, mais aussi de ma vie, j'ai eu 50 ans, où j'avais cette tentation de se mettre en danger, d'expérimenter une autre forme, et peut-être aussi de faire appel à ce qui était en moi le plus intime, parce que c'est aussi un texte qui parle de mon rapport à ma judaïté, que j'ai déjà abordé dans mes romans, mais jamais de manière aussi frontale. Moi, quand j'ai vu arriver le livre, je me suis dit, elle est gonflée tout de même. Et puis finalement, en lisant, j'ai trouvé qu'au contraire, que c'était extrêmement, extrêmement cohérent. Mais qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir cette forme pour dire ça ? En réalité, j'ai écrit, c'est-à-dire que c'est vraiment venu, une sorte d'impulsion, comme si j'étais guidée par une sorte d'injonction impérieuse. Ça n'était pas du tout calculé, il n'y avait vraiment aucun calcul de ma part. Et d'ailleurs, quand je l'ai terminé, j'ai hésité, dans un premier temps, à le donner à lire à mes éditeurs. Je pensais qu'il resterait dans mon tiroir. Et en fait, au cours d'une discussion avec mon éditrice, elle m'a dit « Mais non, je suis curieuse quand même de le lire. » C'est qui votre éditrice ? C'est Karina Ossine. Et après, c'est Antoine Gallimard a voulu aussi les lire. Et c'est finalement leur perception aussi. Et mon éditrice poésie, Alice Ney, aussi, qui l'a lu après aussi, et qui est maintenant mon éditrice poésie. Et c'est leur perception qui m'a donné l'élan aussi pour le publier, parce que sinon, peut-être qu'il serait resté dans mon tiroir. Pascal Richard, vous l'avez lu, ça vous a fait peur au départ ? Non, ça ne m'a pas fait peur, mais c'est vrai que j'étais curieuse de la façon dont il serait reçu. C'est vrai que je trouve en effet que vous avez raison, que c'était risqué. On s'en est parlé avec Karine. J'ai trouvé très beau son recueil, j'ai trouvé magnifique, mais c'est vrai qu'il y avait une petite incertitude sur la façon dont il serait reçu, et j'ai trouvé en effet que la démarche était osée
Mais on aimait ça audacieuse. aussi. On en avait parlé avec Pascal. Moi, on aimait bien cette idée aussi de ne pas savoir. Il n'y avait pas d'attente. Voilà. Hein, on s'est dit, Pascal, il n'y aura pas d'attente. Moi, je veux ce texte. Je suis contente qu'il existe. Et d'ailleurs, en fait, je suis très étonnée et très heureuse et très surprise aujourd'hui de voir qu'il est lu, qu'il est apprécié, que je peux avoir des échanges avec même des personnes qui d'habitude, avec lesquelles je suis plus du tout en relation, qui m'écrivent pour me parler du recueil, parce que je découvre aussi que finalement, la rupture et le chagrin d'amour, c'est quand même une expérience aussi unanimement et communément partagée. Mais pour une attachée de presse, Pascal Richard, c'est pas facile forcément de défendre un texte comme celui-là. Ça s'est bien passé? Ça se passe bien? Ça se passe très très bien, je pense. Mais c'est vrai que d'habitude, moi, je ne m'occupe pas de poésie, donc c'est vrai aussi que c'était des interlocuteurs, sont pas forcément les mêmes que d'habitude, mais c'est bien aussi. Pour moi aussi, c'était un petit défi. C'est vrai qu'on en a parlé ensemble, on a réfléchi à qui on allait l'envoyer, ce qu'on pouvait essayer d'imaginer comme dialogue avec des journalistes, avec des écrivains. Il va y avoir un dialogue croisé entre Karine et Eri De Luca sur leur approche à chacun Eri De Luca qu'on aime beaucoup des mots, aussi, de la RCJ. poésie. Voilà, et je pense que c'est des choses comme ça aussi qui sont intéressantes à imaginer et à faire ensemble. J'en profite pour dire qu'il y a un entretien avec Eri De Luca dans le dernier numéro de l'Arche consacré à la Bible hébraïque. Il faut faire un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. Donc Karine Thuil, vous disiez il n'y avait pas d'attente, c'est-à-dire que vous étiez prête à ce que ce soit presque reçu dans le silence. Tout à fait prête, vraiment. Et c'est aussi ce qui est fascinant dans le processus d'écriture. Bon, la poésie, c'est quand même l'expérience du sensible. C'est un rapport, un retour aussi à son intériorité. Vous êtes vraiment face à votre texte. C'est une expérience très particulière en réalité d'écrire de la poésie. Et puis, je reconnais aussi que j'ai la chance d'être chez un éditeur, Gallimard, qui accorde une place si grande à la littérature. Là aussi, pour moi, c'était extraordinaire d'avoir ces échanges, ce partage, sans que jamais il y ait cette question de la réception. Alors, oui, Pascal Richard, la oui, poésie aussi, parce que c'est vrai que je pense que le fait que Gallimard publie beaucoup de poésie, donc que ça s'inscrive aussi dans une histoire littéraire dans la maison, c'était aussi important. Je pense que sans doute ça te rassurait, Karine. Oui, tout à fait. Par exemple, j'en avais parlé avec Antoine Gallimard, il y a des grands auteurs, notamment des auteurs juifs, et je pense à Edmond Flegg ou à Jabès, qui ont publié dans cette maison, ou Albert Cohen. Et pour moi, symboliquement, c'était extrêmement fort qu'il y ait cette publication. J'entends bien, mais vous savez qu'on aime bien étiqueter les gens. Donc, certes, Gallimard publie beaucoup de poésie, mais Karine Thuil, elle était étiquetée roman. Et donc, tout d'un coup, c'est difficile de casser les barrières. Et si ça se passe bien, c'est tant mieux. Oui, et puis, donc il y avait cette prise de risque-là, mais c'est aussi la liberté de la création, de l'écrivain. Moi, j'ai très peur d'être enfermée, justement, dans un genre. Il faut garder cette liberté. D'ailleurs, je pense que plus tard, j'écrirai aussi un jour un essai. Enfin, je me livrerai à d'autres explorations littéraires. Est-ce que vous avez écrit des nouvelles aussi ? J'en avais écrit, mais c'est souvent pour des journaux. Vous n'avez pas publié de recueil encore ? Non. Alors, cette histoire d'amour, on va en parler quand même. C'est l'histoire d'un amour défunt, donc finalement, le Kaddish pourrait s'appliquer, mais c'est un amour qui n'est pas vraiment mort. Alors, je ne sais pas, ça va être compliqué de se passer. Je voudrais que vous lisiez ce qui est page 19. J'ai poché un peu. J'ai mis une croix. Enfin, voilà. En fait, c'est une sorte de prière universelle pour le retour de l'être aimé. Donc, effectivement, on peut le... Alors, ça s'appelle Kaddish pour l'amour. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je le porterai longtemps. Je le porterai comme l'enfant qui ne naîtra pas. Dément ce qu'ils disent de toi. Défais ce que j'ai bâti en ton nom. Délie-moi de toi, car je t'aime. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je veillerai sa dépouille toute la nuit, car tu m'as choisi pour écrire « Cela fut ». Je ne réciterai pas le Kaddish pour l'amour défunt. Tu le réciteras seul, ou avec 9 des tiens, en plaçant tes phylactères. Sur ton front j'ai écrit « Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui m'as élu entre toutes les femmes pour t'aimer ».
Alors, c'est un amour défunt qui n'est pas mort, et c'est un amour juif. Oui, c'est un amour entre un homme et une femme de confession juive. Donc, c'est une réflexion en réalité sur l'alliance. À la fois l'alliance entre deux personnes qui s'aiment et l'alliance aussi entre un peuple et son Dieu. Et dans ce Kaddish, l'être aimé est déifié. D'ailleurs, le texte est dédié à l'Éternel et on ne sait pas si c'est l'Éternel le Dieu ou l'Éternel l'être aimé. Oui, je me suis posé la question, mais la réponse n'est pas donnée. Heureusement, il y a plein de réponses qui ne sont pas données dans ce livre. C'est ça que je trouve très beau aussi. Alors, je trouve aussi que l'ordre des poèmes est très important, parce que l'ordre lui-même raconte une histoire. Tout à fait. Tout à fait, j'ai beaucoup réfléchi à l'ordre des poèmes, y compris le placement des lettres, parce qu'en fait, il y a des lettres hébraïques. Oui, justement, je voulais vous demander la signification. Enfin, j'ai compris qu'elle rythmait certaines séquences, mais comment ? Tout à fait. Alors, donc, en fait, j'ai écrit Kaddish pour l'amour en français et Kaddish Le'ahava avec les lettres hébraïques. Dans le judaïsme, on dit que le monde a été créé avec des lettres. Et je pense qu'une histoire d'amour, c'est aussi la création d'un monde avec un langage qui est propre à ceux qui s'aiment, aux deux personnes. Et donc, je voulais intégrer à tout prix les lettres hébraïques, d'abord parce qu'elles sont très esthétiques aussi, dans le recueil. Et donc, il y a différents moments où les lettres hébraïques apparaissent. Et quand on ouvre le recueil, la première lettre est située en bas, parce que la narratrice est au plus bas, c'est ce rapport à la mort, on dirait comme si l'amour était enterré. Donc même le placement des lettres a été pensé. Oui, parce que je me demandais pourquoi certaines sont en bas, d'autres plus au milieu, d'autres... En fait, c'est un recueil que j'ai voulu construire comme un texte juif. Il y a une première lecture qui est une lecture littérale, et il y a différentes interprétations. Il y a un sens plus caché, un sens plus interprétatif, un sens allusif, comme un texte juif classique. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Pardès, le paradis, qui est les 4 niveaux d'interprétation. Mais alors, l'autre personne, en fait, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais l'autre personne n'a pas la parole, jamais. Non, parce que c'était une façon aussi de montrer que l'être aimé est toujours un mystère, c'est toujours une énigme. Et on aura beau essayer de tenter de la comprendre, on n'y parviendra jamais. D'autant que cette personne a le pouvoir de vie et de mort sur nous. En nous retirant son amour, elle peut nous tuer. Donc il y a toujours quelque chose d'assez mortifère en réalité autour de l'amour, de la sexualité. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment percer à jour ce mystère. Ou alors on ne s'aime plus vraiment, enfin dans la définition la plus stricte. Et la rupture, c'est aussi un mystère. Oui, pourquoi à un moment donné... Alors, ce que j'ai voulu, d'ailleurs, parce que souvent, les gens me disent c'est la fin d'un amour. En fait, c'est une réflexion sur la peur de l'amour. L'être aimé s'en va parce que... cet être aimé a peur d'aimer, a peur de se mettre en danger, parce que c'est aussi un engloutissement. L'amour, c'est se perdre dans l'autre. Il y a une fusion, quand on s'abandonne réellement, il y a aussi une perte de soi qui peut être extrêmement dangereuse. Et il y a beaucoup de gens, en particulier dans notre société contemporaine, qui ont peur de s'abandonner, de se livrer. Mais Karine Thuil, c'est à coup sûr pas un livre sur le désamour. Ça, c'est sûr que non. Non, c'est pas les deux êtres du recueil s'aiment toujours. C'est au contraire une réflexion sur le renouvellement possible même de l'amour. Je pense que quand deux êtres s'aiment, il y a une sorte de connexion émotionnelle ou physique, d'ailleurs des corps, qui reste très présente, y compris quand on croit s'être des aimés. Même dans la haine, il y a aussi de l'amour. Haïr quelqu'un qu'on a aimé, c'est une autre façon de l'aimer. Mais haïr, c'est pas le désamour. En fait, le désamour, c'est le moment où tout ce que fait l'autre devient... même la manière dont il tient sa fourchette, ça ne va pas. Oui, ça doit sans doute arriver, mais c'est toujours mystérieux. Et c'est la panique, en réalité, parce que vous avez toujours peur de ce moment où l'autre ne vous aimera plus. Et ça, c'est un peu... le Belle du Seigneur d'Albert Cohen, où on voit bien les personnages qui, à chaque fois, s'apprêtent, essayent d'être beaux, et puis on voit l'amour, finalement, par l'habitude, qui finit aussi par s'abîmer, par se déliter, aussi par les contraintes extérieures, parce que vous ne pouvez pas vivre en vase clos avec l'être aimé. Il y a toujours un moment où il y a ce retour vers l'extérieur, et qui est aussi toujours une menace. Ça, c'est le danger. Toute la pression sociale sur l'amour, c'est très, très mauvais. Oui, parce qu'il y a aussi une obligation. La clandestinité est préférable. Et puis, il y a une forme aussi de jalousie. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que quand on voit deux personnes qui
qui s'aiment passionnément, qui sont dans leur monde. Vu de l'extérieur, il y a de l'envie pour, pour la beauté de cela. Et il me semble aussi que dans la société d'aujourd'hui, on voit moins des personnes afficher, affirmer leur amour ou s'abandonner. Il y a eu une époque, y compris en littérature, où finalement le récit de grandes amours était quelque chose d'assez classique, et on en lit moins. On en lit moins aujourd'hui. Mais c'est peut-être une manière de se protéger, parce qu'il y a toujours une bonne copine pour vous expliquer que c'est pas la bonne personne, celle que vous aimez. Alors ça, c'est excellent comme remarque, parce que je crois qu'on tombe toujours amoureux de la mauvaise personne, en réalité, celle qui nous correspond le moins. On s'attendait pas du tout à être ému par cette personne-là. Et c'est ce qui est aussi mystérieux, c'est que tout d'un coup, il y a une forme aussi d'égalité dans l'amour. Vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas du tout issu de votre milieu social, qui n'a pas le même niveau intellectuel, parce qu'il y a aussi l'alchimie des corps, il y a aussi ce rapport à la sexualité. D'ailleurs, en hébreu, on m'a raconté que le verbe connaître, c'est à la fois dans son sens la connaissance, mais aussi faire l'amour. Donc on ne connaît véritablement quelqu'un qu'en faisant l'amour avec cette personne. Et on ne comprend jamais les histoires d'amour des autres. C'est connu, ça. Non, parce que c'est extrêmement subjectif et personnel, une histoire d'amour. Comme vous l'avez dit, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui ne nous convient absolument pas. Donc de l'extérieur, ça paraît suicidaire. Et de l'intérieur, vous vivez quelque chose d'extrêmement intense. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce recueil, c'est de montrer aussi l'intensité du sentiment amoureux, l'intensité de cette rencontre entre deux êtres, et tout ce qui peut être mis en danger pour vivre cet amour-là. Et on ne sait pas pourquoi cette personne est partie. On ne sait pas. Non, parce qu'on n'a jamais son point de vue, et ce n'est qu'une interprétation de la part de la narratrice, qui quand même insère dans chaque poème des phrases que l'être aimé a prononcées, mais qui sont prononcées, mais sans interprétation. Là encore, c'est au lecteur d'avoir à chaque fois sa propre interprétation. C'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant d'une manière générale en littérature, c'est de consacrer une part active au lecteur, que chacun puisse se retrouver. On ne doit pas donner toutes les clés, d'ailleurs je suis là pour vous en parler, mais je ne cherche pas à commenter ce que j'ai écrit. Je crois qu'il y a aussi après pour le lecteur ce travail de commentaire qui lui est très personnel. Alors Karine Thuil, on parlait de la question de la lettre, donc je voudrais que vous lisiez à page 45 et puis qu'on commente les lettres qu'il y a autour. D'accord. Ah oui, c'est un poème qui s'intitule Le Hérouve, et le poème est entouré de lettres hébraïques, et qui renvoie à une phrase dont on parlera à la fin. Clôture notre amour de mots, pain d'Irak. Entoure-le d'un hérouve. Restons seuls. Délimite la frontière de notre amour, qu'il n'entre pas dans cet espace, pour toi et moi. Tu as sanctuarisé ma vie. Souviens-toi de nous. Établis une ligne entre eux et nous. Ce qui est interdit devient permis. Je suis à toi, dans le pays de nos pères, où tu as promis de vivre et de m'aimer, car hors de l'hérouve, nous sommes désunis. Et le hérouve, c'est donc une clôture qui permet de séparer le domaine public du domaine privé. Mais alors ce poème, on ne le voit pas là, mais ce poème est entouré de lettres. Oui. Alors, donc, en fait, ce sont des lettres d'un verset qui est extrait de la Genèse, et dont la traduction est la suivante. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. » Alors, à la toute fin, il y a une sorte de calligramme qui est en forme un peu d'escargot. Exactement. En fait, c'est une sorte de rond, et il y a écrit que le grand nom soit sanctifié, que le grand nom source de bénédiction soit loué à jamais. Donc c'est le début du Kaddish en français et en hébreu, qui à la fois évoque le cycle de la vie, mais aussi l'idée d'un amour qui n'aurait pas de fin, qui serait toujours ouvert. Alors ce livre, c'est quelque chose entre l'amour et la religion ET, mais ça peut être aussi l'amour et la religion EST. Oui, c'est une réflexion sur l'amour et l'identité, plus précisément, plus ce rapport en fait à un peuple, à un dieu, à une terre. Vraiment, c'est une réflexion sur l'alliance. Mais le côté prière est dans tous les poèmes en quelque sorte. Et pourtant, vous avez individualisé une partie qui s'appelle liturgie. Oui. Qui a 9 textes.
Oui, et c'est une partie qui est inspirée de la prière de Kippour. En fait, oui, ça commence par un extrait de la prière de Kippour. Le jour du grand pardon. Je lis toujours la prière, moi, en français pour tenter de comprendre. Et en fait, j'ai découvert que cette prière est composée de poèmes qui ont été écrits par un poème andalou, Abraham Ibn Ezra, que je cite d'ailleurs en exergue. Et c'est absolument magnifique, c'est sublime. Et donc, j'ai imaginé... inspiré de cette prière-là, quelques poèmes qui appellent véritablement au retour de l'être aimé et qui sont construits dans cette idée de Kippour. Kippour, l'idée, c'est inscris-nous sur le livre de la vie. On saura à la fin du jeûne si on est bien inscrit sur ce fameux livre de la vie. Et l'amour, c'est aussi la vie. Donc il y avait cette sorte de parallèle entre les deux. Et au fond, qu'est-ce que vous avez cherché de vous-même à travers ce texte, plus qu'à travers vos romans ? Alors, en l'écrivant, rien, ça a été quand même une révélation pour moi, ce recueil, parce que j'ai grandi, moi, j'ai été élevée dans un déni identitaire. On parlait très très peu de notre judaïté, absolument pas de religion. On disait à peine, d'ailleurs, on disait même pas juif, on disait israélite. Vous n'avez pas eu une éducation religieuse ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard, notamment grâce à mon mari, qui lui est un penseur du judaïsme, en partie parce qu'il est aussi médecin. Et donc, ça a été une révélation parce que c'est comme si tout ce qui avait été un peu caché, un peu occulté, ressurgissait de manière assez évidente et brutale dans ce recueil. Parce que c'était voilé dans mes romans, c'était à travers des personnages. Donc c'est quelque chose de vous-même d'important qui a ressurgi là, au fond presque sans que vous le sachiez au départ. Ah, tout à fait. C'était vraiment pas conscient. Et je vous dis, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je ne vais pas le publier dans un premier temps. Et après, ça a été le désir de m'inscrire aussi dans une tradition hébraïque, a été plus fort, parce que c'est vrai qu'il y a aussi de la poésie juive, des penseurs du judaïsme qui ont compté pour moi. Et je me suis dit que c'est peut-être le moment dans ma vie aussi d'évoquer leur nom, d'évoquer leur patrimoine, des gens comme Martin Buber, que je cite, ou Lévinas, que je ne cite pas, mais beaucoup de penseurs qui m'ont aidé à réfléchir, pas seulement sur ma judaïté d'ailleurs, mais plus largement sur la condition humaine et sur l'altérité. Pascal Richard, finalement, c'est ce livre, quand vous le défendez, vous le présentez comment ? Je le présente comme un beau livre de Karine Thuil. Oui, exactement. Comme un beau livre de Karine Thuil, voilà, qui est un beau livre de poésie. Je demande à ce qu'on ait la curiosité de découvrir sans préjugés. Sans préjugés, parce que ça arrive avec beaucoup d'auteurs et ça arrive aussi avec Karine. Certaines personnes ont des préjugés. Et je leur demande simplement d'aller dans le texte, que j'ai fait, ce qu'il faut faire, je pense, avec de la poésie de toute façon, et de se laisser aller et de découvrir. Voilà, on n'a pas besoin non plus de connaître forcément la poésie hébraïque. On peut juste être sensible aux mots et à ce que ça raconte, cette histoire d'amour. C'est plutôt réconfortant de savoir que ça marche, que les gens acceptent que... Oui. Moi, je vois les choses tellement verrouillées aujourd'hui que je trouve ça très réconfortant. C'est vrai. Ah oui, moi je pense qu'il y a même un vrai... un intérêt pour la poésie aujourd'hui. Oui. Je suis très surprise, honnêtement. Je pensais que ne pas du tout avoir d'écho. Et en fait, il y a vraiment des gens qui ont... D'ailleurs, j'ai beaucoup d'échanges maintenant sur la poésie et j'ai discuté de ça avec aussi d'autres journalistes qui me disaient la même chose. Et aujourd'hui, quand ils font des émissions sur la poésie, il y a beaucoup d'auditeurs. Donc c'est bien, c'est beau. Il y a beaucoup de jeunes gens qui lisent de la poésie, qui découvrent la poésie, qui ne lisent que de la poésie. Moi, je suis assez étonnée de ça. Et puis quand on travaille avec un auteur aussi en général, on l'accompagne dans toutes ces audaces, dans toutes ces expériences. C'est aussi une aventure commune quand on travaille depuis longtemps avec quelqu'un. Moi j'ai toujours voilà, il y a aussi un côté ludique, même si ça s'y prête pas forcément, on peut pas parler de ce texte de cette façon, mais quand même le fait de travailler avec quelqu'un depuis longtemps, c'est l'accompagner dans toutes ces entreprises, et ça fait partie aussi du plaisir qu'on a à travailler avec un auteur. Voilà.
Tiffany Gassouk, vous l'avez lu, le livre de Rachel Cusk? Oui, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était à la fois d'une grande délicatesse et aussi très puissant. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, c'est vrai que lire de la poésie, c'est un temps de lecture qui est très particulier. Je trouve qu'on se pose, c'est apaisant et c'est très agréable. Il faudrait le faire tous les jours. Oui, ça donne envie. C'est une certitude aussi, Karine Thuil, c'est que ça donne envie de lire de la poésie, ce livre. Ça donne envie de se replonger dans un univers tellement autre que celui dont on a l'habitude. Parce qu'on peut lire 1 ou 2 poèmes, comme vous l'avez dit, et puis surtout aussi pour les plus jeunes. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, avant de dormir, je leur lisais des poèmes. Et mon fils avait appris le poème Le Chat de Baudelaire par cœur, mais par habitude, parce que je lui lisais. C'est un rapport aux mots qu'on leur transmet, avec juste un petit poème avant de dormir, et l'enfant apprend à aimer le mot. Le mot, c'est vraiment, je pense, parce qu'en ce moment, Gallimard publie le cours de poétique de Valérie par William Marx, c'est magnifique. Et à un moment, il parle du mot et il dit que le mot, c'est comme un pont branlant. Quand on le traverse, il faut aller très très vite pour pas être figé. Et j'aime bien cette idée du pouvoir des mots qu'on survole et pour les enfants, pour les adolescents, en réalité, c'est beaucoup plus facile de leur faire lire un poème que de leur imposer un texte dont la lecture va peut-être être rébarbative pour eux. Et on leur apprend progressivement à aimer les mots. J'encourage vos auditeurs à le faire. Oui. Mais l'autre jour, j'ai trouvé aussi très réconfortant que dans l'entretien du président de la République avec le Papotin, qui sont des journalistes un peu particuliers, qui sont autistes pour la plupart, et un des journalistes lui a demandé de réciter un poème et il l'a fait. Il savait un poème par cœur de Verlaine. J'ai trouvé ça très bien. Alors, Tiffany Gassouk, parlons un peu de cet auteur qu'on aime toutes les deux, Rachel Cusk. Vous avez le livre, que je puisse le montrer. Voilà, donc ça s'appelle La Dépendance. Et c'est le prix Femina étranger de l'année 2021. 22, oui, pardon, 22. 22. Je ne savais pas qu'on était en 23. 22, absolument 22. Et d'ailleurs, elle venait d'arriver chez Gallimard et elle habite Paris à cause du Brexit, disons. Oui, elle se surnomme une Brexit refugee, réfugiée du Brexit. Elle a eu la chance de pouvoir fuir ce pays qui l'a vraiment déçue. Et elle s'est installée en plein cœur de Paris. Elle est très heureuse dans cette nouvelle vie d'expatriée. Elle apprend le français et elle essaye de s'assimiler le plus possible. Oui, son français n'est déjà pas mauvais, mais elle a un peu peur. Enfin, on a fait un débat ensemble ailleurs qu'ici. Elle préférait parler en anglais, ce que je peux tout à fait comprendre. Surtout que c'est quand même une vraie intellectuelle. C'est une écrivaine qui a un niveau de style et d'engagement dans ses personnages et d'exploration de la psyché humaine. Je pense qu'elle n'a pas encore le français. Elle est frustrée de ne pas avoir un français suffisamment bon pour défendre ses idées qui sont parfois assez sophistiquées. Mais je la comprends parce que mon anglais est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, Karine, mais moi, je ne peux pas exprimer les nuances de ma pensée correctement. Moi non plus, hélas. Vous avez quand même interviewé Philippe Roth plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, oui. Donc, les nuances doivent être bonnes. Mais je lui disais quand même que mon broken English n'était pas possible. Et d'abord, il me disait, 1, ce sera toujours meilleur que mon français. Et 2, il me disait, c'est parce que tu es une paresseuse. Puisque tu arrives à te faire comprendre, tu refuses d'aller plus loin. Il avait peut-être un peu raison. Mais il faudrait que je l'écoute de temps en temps, même encore maintenant. Et donc, Rachel Cusk, c'est quelqu'un qui a été, mise parmi les 20 écrivains britanniques contemporains les plus importants par le magazine Granta, ce qui est quand même pas rien. Oui, c'est très chic. Très chic. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle se vend beaucoup dans les autres pays et pas en France. Oui, il y a des anomalies comme ça. Alors, on parle toujours, à l'étranger, on parle de l'exception française pour la littérature. Très souvent, il y a des auteurs qui sont totalement starifiés, adulés partout et qui, en France, n'arrivent pas à percer aussi bien. Et l'inverse également. Alors, Rachel Cusk, c'est sûr que... j'espère que la tendance va s'inverser avec ce très beau prix, avec le fait d'être accueillie dans le catalogue Gallimard, mais elle est absolument
absolument mondialement connue, adulée. Elle inspire en plus toute une génération de jeunes auteurs. Et en France, voilà, il y a un petit déficit de reconnaissance qui va changer, évidemment. Et elle le mérite parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et je trouve qu'actuellement, la littérature anglo-saxonne ne privilégie pas forcément le style. Les jeunes auteurs sont plutôt vraiment en quête de l'histoire singulière, de comment happer le lecteur avec des intrigues, avec des sujets détonnants. Mais le style n'est plus autant au cœur de l'écriture. Et Rachel Cusk, c'est tout l'inverse. C'est une styliste. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec les mots, de créer un nouveau langage. Et elle le fait avec la dépendance de manière assez étonnante, je trouve. Et Tiffany Gassou, vous avez une interprétation sur son peu de succès en France ? Moi, j'en ai une. Mais la vôtre d'abord. Je ne sais pas si je peux me permettre d'en parler à l'antenne. Oui, j'ai quelques... Oui, bon, je pense qu'il y a peut-être eu un problème d'alchimie par le passé. Mais non, je préfère entendre votre version. Moi, je pense que c'est parce qu'elle fait une littérature qui n'est pas du tout sentimentale et que beaucoup de lecteurs français sont sentimentaux. Oui, mais en même temps, il y a une vraie mode de l'autofiction en France depuis des années. Et c'est un petit peu ce qu'elle travaille autour de cela. Ces héroïnes, ces narratrices sont toujours des romancières, un petit peu torturées, qui ont des... Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas clair comme chez certaines personnes. Non, on est d'accord. Que nous ne citerons pas. Karine Thuil, vous l'avez lu, Rachel Cusk, ou pas du tout? Non, je connaissais. Mais alors vous devriez, non, mais alors là, je vous écoute. Vous devriez, parce que c'est un auteur pour vous. Et je ne l'ai pas lu, et tout ce que vous en dites me donne énormément. Ah oui, c'est quelqu'un qui est pour vous, c'est sûr. Oui. Non seulement ce livre-là, mais la trilogie précédente qui est reprise en folio chez Gallimard, ce qui est une très très bonne idée, en un seul volume. Contour. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a aussi un livre... Alors, évidemment, c'est un peu idiot parce que les Français ont mis 20 ans à le traduire sur ce livre sur la maternité. Donc, ça paraît un peu décalé, mais c'est très intéressant. Mais elle a été très critiquée de manière désagréable pour ce livre parce que c'est pas la maternité glorieuse, c'est au contraire l'embarras d'être mère. Tout à fait. Et l'héroïne, la narratrice de la dépendance, est une femme qui estime avoir échoué dans son rôle de mère quand son enfant était en bas âge et qui décide dans ce roman, dans le cadre de ce huis clos qu'on découvre dans la dépendance, d'essayer de retrouver sa fille qui a 25 ans désormais et elle veut se rattraper quelque part. Et je trouve que c'est très beau, ce personnage de mère qui se dit qu'elle a une seconde chance quelque part. Et c'est pas parce que sa fille est déjà adulte qu'elle ne peut pas tenter de la reséduire quelque part et de recréer un lien. Alors, comme Karine ne l'a pas lu, disons un mot de la dépendance. Donc déjà, le titre. Oui, alors c'est un titre à double entente. La dépendance raconte l'histoire d'une certaine M, qui est une romancière entre deux âges, qui vit avec un second mari assez adorable, un héros. Oui, un héros, le héros de sa vie. Et ils vivent dans un lieu très reclus qui n'est jamais identifié, au bord d'une côte océanique magnifique. C'est une maison entourée de marais, baignée de lumière. Ils sont très isolés et ils ont une petite maisonnette sur leur terrain qui a été retapée avec beaucoup de soin par ce couple pour en créer une résidence d'artistes, donc la fameuse dépendance. Et le rêve de M, c'est d'y accueillir un certain L, qui est un peintre à renommée internationale qu'elle admire depuis des années. Donc elle lui écrit des lettres pour l'inviter et le type refuse systématiquement, ça ne l'intéresse pas. Sauf qu'un jour, une espèce de cataclysme mondial qui n'est pas non plus décrit davantage que cela, pousse ce M soudainement à accepter l'invitation. Donc M se réjouit, c'était le rêve de sa vie, sauf qu'elle déchante immédiatement puisque le peintre en question débarque accompagné d'une jeune fiancée qui est absolument odieuse dès les premières interactions. Donc tout ce beau monde va devoir cohabiter ensemble, surtout que donc, la fille de la narratrice se réfugie également là avec son jeune fiancé. Donc nous avons 3 couples de générations différentes qui doivent vivre ensemble et le peintre en question, qui est quand même le centre de tous les rêves, de toutes les projections de cette narratrice, s'avère odieux aussi. C'est un monstre, ce type. Il est d'un talent fou, il est extrêmement créatif, mais il traite très mal les autres individus de la maisonnée et surtout la narratrice qui pensait, elle, devenir potentiellement une muse. Et le type l'ignore complètement. Donc, justement, il l'ignore, mais
plus encore, il la remet en cause dans son être même, dans ce qu'elle est. Oui, il y a une scène assez drôle. Elle voulait qu'il vienne s'installer dans cette résidence parce qu'il peint des grands paysages très mystérieux. Elle est persuadée que le cadre de sa maison pourrait l'inspirer. Or, quand il arrive, il dit qu'il ne peindra que de tout petits portraits des gens de la maison, mais pas de la narratrice, parce qu'elle ne l'inspire pas du tout. Donc, c'est terriblement vexant pour elle. Elle doit encaisser, voilà, toutes ces déceptions. Et il y a aussi, dans ce livre, la confrontation de deux artistes. C'est-à-dire que c'est une femme artiste aussi, mais dont la carrière n'a pas eu le même essor, parce qu'elle s'est consacrée à sa famille, parce qu'elle a essayé d'élever son enfant. Et elle commence à se demander si le fait d'être un homme artiste n'est pas plus facile, quelque part. Et il y a toute une réflexion là-dessus sur la différence de vocation artistique et d'épanouissement dans la vocation entre les femmes et les hommes artistes, que j'ai trouvé très intéressante. Et il y a aussi... c'est pas la première fois c'est vraiment un sujet qui l'intéresse. Ouais. Vous avez ressenti quelque chose de ça, Karine Thuil, dans votre création, dans votre vie? Ah oui, c'est beaucoup plus difficile d'être une femme dans ces univers artistiques qu'un homme. J'ai ressorti là récemment une photo d'une rentrée littéraire chez Grasset en 2003. On était, 12 auteurs, j'étais la seule femme. Ça choquait personne à l'époque. Et j'étais la seule femme, et croyez-moi bien que j'étais pas considérée comme l'égale. Le grand écrivain est toujours un homme. Et ça a été compliqué. C'est finalement... alors, heureusement que la société a évolué après MeToo, même avant déjà, un peu sur ces questions. Et puis parfois, l'âge aidant, vous êtes mieux considéré. Mais c'est toujours extrêmement difficile. En tout cas, dans le milieu littéraire, c'est clairement le cas. Alors, pas tous, je ne veux pas généraliser. Mais j'ai plusieurs fois été invitée à des émissions, notamment à mes débuts. J'oublierai jamais, parce que Françoise Giroud m'a enfoncée dans le Nouvel Observateur. J'avais été invitée sur un plateau, il y avait que des hommes, et il y avait un homme qui est venu en plus, un invité qui avait dit non, et ils ont donc décalé le plateau, et ils m'ont mise hors plateau, hors champ. Et Giroud avait fait un papier assassin en disant qu'en fait j'étais en gros une potiche qui n'avait rien à dire, mais personne ne me donnait la parole. Incroyable. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, vous savez, je n'étais pas sur le plateau, ils m'ont évincé. Il y avait Claude Lanzmann sur le plateau. Claude Lanzmann, il prenait toute la place. J'adorais Claude Lanzmann, il prenait toute la place. Et j'ai dit, ils m'ont évincé du plateau. Et ça, personne ne pouvait le voir, puisque c'était avec les caméras, on ne le voyait pas. Et toutes les femmes écrivains ont des anecdotes comme ça. Par exemple, une année, j'étais finaliste du concours et je me souviens d'un article qui disait parmi les finalistes, une dame. Une dame. Et j'ai dit, mais en fait, je ne suis pas une dame. Je suis une écrivaine, un auteur, mais je ne suis pas une dame. Et ça, c'est... Donc ce livre-là dont vous parlez, vraiment, j'ai très, très envie de le lire. Et puis, visiblement, d'après ce que vous en dites, c'est aussi une réflexion sur les interactions sociales, le regard social, c'est ce qu'on attend. Familial, social, c'est vraiment magnifique pour moi. C'est ce qui est assez fascinant dans la rencontre. C'est-à-dire, elle se dit qu'elle va rencontrer ce peintre et qu'elle va l'adorer, et rien ne se passe comme prévu. Et on aura beau tout... c'était Philippe Roth qui disait ce genre de phrase. On a beau tout organiser. Alors lui, il disait que c'était le sexe qui changeait tout. Mais en fait, dans les relations humaines, voilà, on a beau tout préparer, on ne sait jamais comment ça va se passer en réalité. Et ce qui est très intéressant dans ce livre et qui en fait l'originalité, c'est qu'on découvre tout cela, tout ce théâtre, tout ce petit monde-là, à travers le fort intérieur de la narratrice, à travers son flot de pensée, comme une Mrs. Dalloway des temps modernes. Et ça crée une langue très intéressante parce qu'il y a des moments de mélancolie où les phrases se rallongent, des moments d'excitation où tout d'un coup il y a des points d'exclamation. Vraiment, on ressent les palpitations, les émotions à travers cette langue qui nous fait vraiment voyager dans son inconscient. Et je trouve que c'est une expérience de lecture qui est d'autant plus intéressante. Pascal Richard, c'était difficile de défendre ce livre ? Non, honnêtement, non. D'abord parce que moi, j'avais aimé les livres précédents aussi de Rachel Casque. Qui n'étaient pas chez Gallimard. Qui étaient aux éditions de l'Olivier. Voilà. Donc, il y avait quand même déjà une... Pardon. Je suis pas assez près du micro, je n'ai pas l'habitude. Voilà. Je trouve que c'est un très beau livre, très cérébral, très intéressant, très passionnant, et j'avais envie de le défendre aussi. Et non, honnêtement, ça n'a pas été difficile. Alors, Pascal a obtenu une presse absolument somptueuse pour ce livre. Ça a été, à l'unanimité, la presse française a vraiment adoré ce livre. Je pense qu'il y a eu un moment où ça a été plus difficile, sans doute, pour Rachel Cusk. Il y a eu quelques années un peu plus...
où la presse était plus distante. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une vraie curiosité pour ce livre. Il faudrait que les ventes suivent. Mais on a réimprimé cette mal. semaine, Josiane. Oui, c'est la 3e réimpression. Il faut dire les bonnes nouvelles quand même. Absolument. Non, mais le prix Femina a eu un très bel effet sur le livre. Sachez-le, parce que vous y êtes un petit peu pour quelque chose. C'est un livre que j'ai trouvé assez drôle aussi. Oui. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension... Il y a un humour assez piquant. Très grinçant, très piquant, mais qui est aussi très présent dans le livre. Ce qui est curieux, c'est que les personnes qui défendaient au féminin plutôt Claudie Hunsinger pour le féminin français et puis pas tellement Rachel Cusk pour le féminin étranger, disaient que ce qui les touchait chez Claudie Hunsinger, c'était sa manière de parler du vieillissement. Or, c'est très présent chez Rachel Cusk aussi, cette thématique. Oui, puisque là, l'héroïne, effectivement, commence à se demander si son pouvoir de séduction n'est pas fané, si on peut encore être admiré par des hommes. Et elle voit sa fille qui est somptueuse, qui a un corps magnifique et qui lui renvoie un miroir, qui n'est pas évident. Et je trouve qu'elle explore ça de manière très habile. C'est un sujet quand même qui est d'actualité. En plus, on en parle beaucoup de la date de péremption d'une femme, soi-disant, et c'est ridicule. Je pense qu'on peut séduire toute sa vie, et elle le prouve là très bien. Moi, j'ai dépassé la date de péremption, donc je suis tranquille. Oh, pas du tout. Pascal Richard, à part Karine Thuil, est-ce que vous avez aimé, enfin, vous défendez tous les livres, mais est-ce vous avez eu un coup de cœur dans cette rentrée de janvier? Oui, j'ai eu un coup de cœur pour un premier roman. Moi aussi, j'ai fait ma chronique dessus lundi. Celui de Perrine Tripier, ça s'appelle Les guerres précieuses. Et c'est une toute jeune autrice, elle a 24 ans. Elle a envoyé son livre par la poste. Et c'est étonnant. C'est qui son éditrice? C'est Jean-Marie Lacave. Non, pas du tout. C'est Maud Simoneau. Maud Simoneau. Elle l'a envoyé par la poste, donc, et elle a une écriture d'une maturité incroyable. Elle, ce qui a été le déclencheur dans son écriture, c'est le fait que sa maison de famille, où elle passait ses vacances, a été vendue quand elle avait 19 ans, donc elle en a 24. Et pour faire quelque chose de son chagrin, elle a décidé d'écrire sur une maison qui est au centre de la vie de la narratrice, qui n'a pas son âge, qui est une dame âgée qui décide de quitter cette maison. Où elle a vécu toute sa vie et où elle a choisi toujours de rester, quels que soient les choix qu'elle avait à faire. Elle a toujours choisi la maison au détriment peut-être de sa vie. Ouais. En fait. Elle a toujours choisi de rester dans cette maison. C'est très beau. Elle raconte donc cette maison à travers les saisons qu'elle y a passées. Et que la famille y a passé aussi, c'est ça. Et que la famille, voilà. Parce qu'en fait, au début, c'est l'été, et la famille est pleine, enfin, la maison est pleine d'enfants, c'est les vacances, on se regroupe pour les vacances, etc. Et puis, évidemment, tous ces gens vont partir parce qu'ils vont construire leur vie, avoir des enfants. Et il y a aussi cette question de, est-ce que la famille peut perdurer quand tout le monde a des conjoints différents, etc. C'est un très beau livre, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est un très beau livre, et c'est vrai que au fur et à mesure que la maison se vide, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'il reste de sa vie, et voilà, c'est très réussi. Karine Thuil, est-ce que c'est difficile de s'intéresser à d'autres livres quand on publie au même moment? Non, moi j'aime beaucoup découvrir des nouveaux romanciers, des nouvelles voix. Ça a été difficile pour moi parce que justement je venais pas du tout du milieu littéraire, j'avais pas les codes, je savais même pas à qui fallait l'envoyer. Donc quand j'ai la possibilité de rencontrer des jeunes générations qui se posent des questions sur la publication, je les aide toujours parce que c'est important pour moi aussi qu'il y ait ces nouvelles voix, ces nouveaux univers. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs quand je lis, je vais même plus spontanément découvrir des nouveautés, y compris en littérature étrangère, que j'aime beaucoup, que vers des auteurs qui ont mon âge. Parce qu'il y a aussi cette fraîcheur dans l'acte créatif, cette inventivité de la langue dont vous parliez. Ils prennent des risques souvent sur le style, ou parfois c'est politique. C'est un regard sur le monde qui change. Pour un écrivain, à mon avis, pour un artiste de manière générale, c'est très important de rester très à l'écoute de ce qui est produit par les autres. Et puis en plus, là, vous n'avez pas de concurrent.
Si vous êtes ailleurs avec Kadif pour un amour. Donc, Alors, y a pas... De toute façon, moi, j'ai jamais pensé la littérature en termes de compétition. D'ailleurs, je suis toujours étonnée quand on est sur des rentrées littéraires où les gens disent alors vous êtes. Mais non, en fait, on a chacun nos livres et nos univers. Alors après, comme vous dites, il y a un moment donné où on a plus ou moins une bonne réception, mais ça, c'est très mystérieux. On n'a pas les clés. On n'a pas. Si on connaissait les moyens d'avoir du succès, on appliquerait la méthode. Mais c'est assez mystérieux et on arrive chacun. Et puis le livre existe quand même. C'est ça le plus important. C'est que le livre existe et puis vous allez un jour toucher un lecteur. Il y a un lecteur qui va être bouleversé par votre livre. Moi, j'ai un de mes lecteurs qui m'écrit régulièrement. Un de mes livres, il me dit que ça a changé sa vie. Il a changé radicalement sa façon de vivre après. C'était l'invention de nos vies. Et je me dis, si au moins j'ai eu cette rencontre-là, c'est déjà beaucoup. Mais quand vous avez eu ces 2 prix pour les choses humaines, ça vous a fait plaisir quand même, Karine Thuil? Ça m'a fait très très plaisir. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que ça me ferait autant plaisir. Oui, parce qu'on on dit cela, en fait, je crois que c'est une façon de se mettre à distance en disant c'est pas important. Et quand ça arrive, c'est important. Et ça a été important en réalité pour moi aussi par rapport à mon histoire familiale. Je suis fille d'immigrés juifs tunisiens. Mes parents sont arrivés en France. Mon grand-père était journaliste à Tunis. Il est mort avant d'arriver en France. Et si vous voulez, j'ai été élevée dans cet amour de la France, de la langue française, par des parents qui avaient fait des sacrifices personnels très très grands. Et pour que ma sœur et moi, on puisse faire des hautes études. Donc on a un rapport au texte qui est très particulier dans ma famille. Donc qui a eu cette reconnaissance-là, ça a été un moment très très important pour ma mère en fait. Tiffany Gassouk, je vois que vous avez apporté un autre livre. Oui, c'est un livre qui paraîtra la semaine prochaine. C'est une nouvelle voix américaine qui rejoint la collection du monde entier. Antoine Wilson, qui arrive chez nous avec Bouche à bouche, un roman très astucieux et surtout très très prenant, dont j'ai beaucoup aimé la structure. Ça démarre par 2 quadragénaires qui se rencontrent par hasard à JFK, l'aéroport de New York. Ils étaient à l'université ensemble, ils ne se sont jamais recroisés, ils n'étaient pas particulièrement proches à l'époque. Mais on comprend tout de suite qu'il y en a un qui a réussi dans la vie. Il a un très beau costume, une valise hyper chic, une belle coupe de cheveux, alors que l'autre est en sac à dos, un peu loser. Voilà, c'est un écrivain un peu assez raté encore. Et l'autre est devenu un grand ponte de l'art contemporain. Et ils doivent prendre le même avion, sauf qu'il est extrêmement retardé. Et celui qui a réussi dans la vie lui propose de le rejoindre dans son lounge VIP pour qu'ils attendent ensemble l'avion. Et donc, il y a un face-à-face qui commence dans cet espace clos avec beaucoup de cocktails qui sont bu. Et le type a besoin de parler, de vider son sac et de lui expliquer comment il en est arrivé à avoir autant de succès. Et ça commence 20 ans plus tôt sur une plage de Californie où ce type n'est pas du tout encore dans le milieu de l'art, n'y connaît rien, mais il va sauver de la noyade un homme qui, lui, est un puissant du monde de l'art. Et je vous laisse découvrir... Par un bouche à bouche. Par un bouche à bouche, tout à fait. Ce qui va changer tout à fait, complètement son destin. Ça fait envie. C'est toujours plus difficile à défendre les livres étrangers? Je préfère laisser Pascal parler, oui. C'est devenu plus difficile, je trouve. Faire des découvertes, c'est plus difficile que ça ne l'était il y a quelques années. C'est plus difficile de les faire lire. Voilà. Oui, objectivement, c'est plus difficile maintenant. Il y a moins de place dans les journaux, c'est plus restreint, il y a moins de curiosité, malheureusement. Voilà. Et ça, on doit le regretter. On le regrette heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre pour pouvoir évoquer les auteurs, la littérature, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a moins de place aujourd'hui et je crois que les gens ont toujours le même plaisir de lecture. Simplement, il faut faire connaître en fait ces textes. Et spontanément, on va souvent vers les livres dont on parle le plus, alors qu'il y a des pépites qui existent et qu'on a envie de découvrir. Tiffany Gassouk, c'est vous qui l'avez trouvé, Antoine Wilson? Alors, il a déjà été publié une fois en France, il y a de nombreuses années, et voilà, c'est sa résurrection. On fait table rase du passé et on redémarre. Et je l'ai repéré parce qu'il a eu une presse sensationnelle aux États-Unis l'année dernière et que Barack Obama lui-même l'a choisi parmi ses 5 romans favoris de l'année. Donc, trop chic. Pascal Richard, vous aussi, vous avez apporté un autre livre. Je vois que c'est pas le même. Oui, alors justement, c'est un auteur à faire découvrir. C'est un nouvel auteur chez Gallimard. Il est israélien. Yanni Vishkovitz,
Il a été Vous le connaissez, proposé Moi non plus, je ne connais pas du tout. à la maison par un auteur que j'adore qui s'appelle Eshkol Nevo. Ah oui, Voilà. mais on l'adore tous. Alors là, Voilà. on est fans. Et c'est très différent là, mais c'est très intéressant aussi. La vengeance de Fanny, c'est un roman qui se passe à la fin du 19e siècle en Polésie, en Russie. Où les hommes partaient souvent vers les villes pour essayer de gagner un peu d'argent, pour essayer de faire vivre leur famille. Et de temps en temps, ils revenaient, de temps en temps, ils ne revenaient pas. Ils décidaient de s'inventer une nouvelle vie, et voilà. Et c'est ce qui se passe au début du livre. Et Fanny, donc la vengeance de Fanny, qui donne son titre au livre, va essayer de retrouver le mari de sa sœur qui est parti, a quitté sa sœur, qui en est désespérée, pour le retrouver. Et c'est une héroïne absolument formidable, très haute en couleurs, et c'est une sorte de voyage picaresque très, très C'est un gros livre, hein. Wow. C'est un gros livre. C'est un gros livre. Un gros livre imprimé tout petit. Mais plein d'aventures, et vraiment avec un personnage de femme absolument formidable qui ressemble à certains personnages. Et ce Vanni Iskevitch, que je ne connais pas du tout, c'est un jeune Israélien? Il est né en 1974. Oui, il n'est pas très vieux, non? Voilà. Je ne l'ai pas rencontré, mais il y a une inventivité dans la langue, dans la façon de raconter. Et Antoine Wilson, il a quel âge? C'est un quadra aussi. Ouais. Voilà, et on arrive au bout, il y a beaucoup à lire. Il faut que je récupère le livre de Karine, parce qu'il faut que je le montre. Voilà. Je voudrais d'emblée, pour ne pas oublier, remercier Maxime Van Der Beek, qui est notre nouveau réalisateur et qui fait ses premières armes cette semaine, et ça se passerait très bien, on le voit. Et donc, avant le journal de Rudy Saada, je vous rappelle tout ce que vous avez à lire. Il y a beaucoup de choses. D'abord, le livre de Karine Thuil, bien entendu, Kaddish pour un amour. Ensuite, le livre de Rachel Cusk, La dépendance, chez Gallimard. Enfin, tout est chez Gallimard, c'est une émission Gallimard, il faut le dire. De temps en temps, ça arrive. Bon, donc... Karine Thuil, indispensable. Rachel Cusk, indispensable. Ensuite, les découvertes. Les guerres précieuses, que j'ai déjà défendues ici lundi, que je trouve aussi tout à fait délicat. Et ça devrait vous plaire, Karine, aussi. Et puis, Sir Antoine Wilson, qui me fait envie aussi. Là. Vous pouvez le garder, je vous l'offre, Josiane. Et puis, alors, lui aussi me fait envie, mais alors là, il va falloir un peu de temps, parce que waouh. Et puis, alors, déjà, Vanni Iskevitch, c'est ça. Je ne suis pas absolument sûre moi de la non plus, prononciation moi-même. Voilà, je vous remercie beaucoup à toutes les trois. Merci. Et puis, c'est bien de faire une émission ensemble, de commencer l'année ensemble ça, hein, sur RCJ. Et maintenant, le journal de Rudy Saada. Et au mois prochain.